Bonjour. Je vais continuer de parler donc, du problème de plateau sphérique et je vais commencer par rappeler un peu ce que c'est. Le but d'aujourd'hui, ça va être de donner des définitions un peu plus rigoureuses pour avoir une idée plus concrète de ce qui se passe dans ce problème de plateau. Et je vais essayer de mieux organiser le cours que la dernière fois, donc je vais numéroter. Commençons par des rappels. Donc je vous rappelle qu'on s'intéresse à, par exemple, une variété compacte, orientée, et on aimerait associer à M une sorte de structure métrique canonique. On veut associer à M un espace métrique plus ou moins canonique. Et l'idée, c'était de plonger M dans un espace peut-être de dimension infinie, une variété de Hilbert, et d'essayer de résoudre un problème de plateau. Alors, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre une métrique de Hilbert canonique sur un espace K gamma 1. Disons gamma, ça va être le groupe fondamental de la variété. Sur un espace K gamma 1 que je vais appeler X. Et donc je vous rappelle qu'un espace K gamma 1 en topologie, c'est juste un espace dont tous les groupes d'homotopie sont triviaux, excepté pi1. Et pi1, on veut que ça soit égal à gamma. Donc en quelque sorte, on réalise cet espace par une variété hilbertienne, et c'est assez simple de mettre une métrique très gentille canonique. Je vais l'expliquer plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Puisque c'est un espace K gamma 1 et que gamma, c'est le groupe fondamental de M, il y a une application naturelle de M dans cet espace X. Ça, c'est donné par la topologie. Super. Et ça détermine une classe d'homologie dans cet espace topologique X. Disons la variété est de dimension n. Cette application va déterminer, encore une fois, une classe d'homologie dans cet espace. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, par définition d'homologie de groupe, ça c'est juste le nème groupe d'homologie du groupe gamma. Bon, ça c'est par définition. Ensuite, cette classe d'homologie détermine des sous-variétés correspondantes, donc des sous-variétés généralisées qui sont des courants intégraux. Donc C de H, ça va être l'ensemble des courants intégraux qui représentent H. Une fois qu'on a ça, on va essayer de minimiser le volume à l'intérieur de cette classe. Et le résultat, ça va être une limite qui va correspondre à l'espace métrique désiré. Pour clarifier la situation, je vais définir cet invariant qui est dû à Besson-Courtegallo.
qui est égal à, comme je l'ai dit, l'infimum des volumes des cycles qui vivent dans cet espace, qui représente H. Et donc on essaye de réaliser cet infimum. On prend une suite qui est minimisante. Voilà, une suite. Bon. Telle que la masse. Donc M, ça désigne la masse. Je vais tout définir plus tard. Hein. Pour l'instant, c'est une description impressionniste de ce qui se passe. Donc on prend une suite minimisante. Et je prétends qu'il y a un théorème de compacité qui dit qu'en prenant une sous-suite DCI, on peut obtenir une limite, en un certain sens. C'est un théorème de Wenger qui dit qu'on peut faire sens à la chose suivante. Donc on prend une limite. Cette limite n'est en fait jamais un courant dans l'espace de départ X. C'est comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a besoin d'une notion un peu plus abstraite de convergence. Et la semaine prochaine, je vais vous expliquer pourquoi, si on part d'une variété de dimension 3, C infini nous redonne la partie hyperbolique. Donc, ça détecte une partie topologique. Je vais appeler ces C infini des solutions de plateau. Et donc le problème de plateau sphérique, c'est vraiment, on s'intéresse à l'existence et la structure de ce type d'objet. Et c'est infini. Voyons voir. C'est un courant d'intégration, c'est un courant intégral abstrait. Bon, ça, c'est des mots. Et donc la première partie de ce cours aujourd'hui, ça va être d'essayer de donner des définitions rigoureuses pour essayer de comprendre tous les termes et toutes les notions qui apparaissent dans ce paragraphe. Bon, que j'avais préparé un petit dessin pour expliquer ce qui se passait de façon encore plus intuitive. Hein. Donc on a un espace énorme de dimension infinie, mais canonique. X, qui est associé au groupe fondamental de M. M détermine une classe d'homologie, et on essaye de minimiser dans cette classe d'homologie. Donc on obtient une suite dont le volume va devenir de plus en plus petit, et on obtient une limite. C'est infini. C'est I. Voilà. OK. Alors, je vais commencer par définir ce que c'est que l'espace X en question, ici. Ça va être très simple à définir. Ça va être en gros un quotient d'une sphère de Hilbert. Alors, essayons de voir comment construire un espace K gamma 1. On se donne gamma. Quelle est la façon la plus simple de construire une variété de Hilbert qui topologiquement est un K gamma 1 Donc on se donne
Donc on se donne gamma, hein, comme d'habitude, c'est ce groupe dénombrable, le groupe fondamental de M. Ce qu'on peut faire, c'est la chose suivante. Donc, soit H, un espace de Hilbert, en fait l'unique espace de Hilbert séparable de dimension infinie. Okay. Ce truc, il est unique, à isomorphisme près. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est considérer un ensemble de fonctions L2 du groupe dans cet espace de Hilbert. On prend la norme L2, et ça, on veut que ça soit fini. Très bien. Ensuite, on prend la sphère unité, que je vais appeler S de gamma. Donc c'est l'ensemble des éléments de norme 1. Hop. Et première remarque, c'est que le groupe agit sur cette sphère de façon isométrique par la représentation régulière. Je vais vous rappeler ce que c'est que la représentation régulière. Donc le groupe agit sur cette sphère isométriquement par la représentation régulière. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on prend un élément de gamma, on prend une fonction dans cette sphère de Hilbert, et on construit une nouvelle fonction qui est définie par cette formule. Pardon. Donc c'est une formule qui fait sens grâce à la structure de groupe, et on peut vérifier que c'est une action qui conserve les distances. Donc c'est bien, on a une action isométrique de gamma sur cette sphère de Hilbert, et on aimerait prendre le quotient. Et donc, par exemple, imaginons qu'on soit dans la situation où cette action est libre. Si on prend cet espace-là est simplement connexe, c'est une sphère, on prend le quotient par gamma, le groupe fondamental est gamma. Donc ça part bien. Et on peut vérifier ensuite que comme c'est une sphère de dimension infinie, tous les groupes d'homotopie supérieurs sont nuls. En général, cette action n'est pas libre. Elle n'est pas libre exactement lorsque gamma a des éléments de torsion. Donc si l'action n'est pas libre, on ne peut pas juste prendre le quotient, parce que le quotient n'aura pas comme groupe fondamental ce qu'on veut. Alors, remarque. Cette action est non libre lorsque gamma a des éléments de torsion. En particulier lorsque gamma est fini. Par exemple, si gamma c'est Z2, eh bien, la fonction suivante va être fixée par gamma, une fonction constante. On prend n'importe quelle fonction à valeur constante. Où 1
est un élément de l'espace de Hilbert, on peut vérifier que cette fonction constante est fixée par Z2. Et donc ça, c'est un exemple très simple qui montre que l'action n'est pas libre. Donc qu'est-ce qu'on fait pour avoir une action libre? On va juste enlever tous les points fixes. Et là, on aura une action libre. On va prendre le quotient, ça va nous donner l'espace X, qui est un espace K gamma 1. Voilà, donc cette remarque nous conduit à définir un plus petit ensemble à l'intérieur de la sphère unité. Donc c'est l'ensemble des points qui sont fixés par aucun élément non trivial. Donc pour tout élément qui n'est pas l'élément unité, l'image de f par cette action n'est pas égale à f. Pas égale à f. Voilà. Et sur cet ensemble, par définition, l'action va être libre. On a envie de prendre le quotient. Et le premier lemme d'aujourd'hui, ça va être de dire que ce quotient est très sympa. C'est donc c'est une variété de Hilbert ouverte. Et en plus, c'est un espace K gamma 1. Gamma 1, c'est-à-dire le groupe fondamental est égal à ce qu'on veut, le groupe gamma, et tous les autres groupes sont triviaux. Donc, je vais essayer de vous expliquer ce lemme élémentaire. Par exemple, si le groupe est trivial, si le groupe c'est juste le groupe à un élément, S star, S étoile, c'est juste la sphère unité dans H. Et comme H est un espace de Hilbert de dimension infinie, la sphère unité, c'est un ensemble faiblement contractible. Et donc c'est bien un K gamma 1 où gamma est trivial. Donc ce que je vais faire ici, c'est de... Je ne vais pas me montrer que c'est une variété de Hilbert ouverte, je vais juste essayer de montrer que topologiquement, c'est un espace K gamma 1. Et pour montrer que ce X, c'est bien un espace K gamma 1, comme X, c'est le quotient, il suffit en fait de montrer que, avant de prendre le quotient, on a un espace qui est faiblement contractible, c'est-à-dire tous les groupes d'homotopie sont triviaux. Les groupes d'homotopie sont triviaux avant de prendre le quotient. OK. Et au lieu de prouver ça, je vais juste prouver le cas où J est égal à 0. Parce que le cas général est tout à fait similaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire que Pi0 de cet espace est trivial? Ça veut juste dire que cet ensemble est connexe par arc. Alors, essayons de montrer que cet ensemble est connexe par arc.
Donc on se prend deux points, n'importe quel deux points dans S étoile. On aimerait construire un segment qui joint X à Y. Le tout vit bien sûr dans la sphère unité S gamma, qui lui est clairement un ensemble connexe par arc. Donc en particulier, on a un segment dans la sphère unité S qui joint X à Y. Donc tau est une fonction continue. Hein. Voilà. Et l'idée, ça va être juste de perturber un peu ce segment tau pour que ça retombe à l'intérieur de S étoile. Et pour ce faire, on peut utiliser le fait que les éléments de S sont des fonctions à valeur dans un espace de Hilbert de dimension infinie. Donc il y a beaucoup de place pour bouger dans tous les sens. Comment ? Ce que je veux dire, c'est que avant de prendre le quotient, ça c'est un ouvert de la sphère unité. Donc ça c'est un ouvert. Ensuite l'action, on peut montrer que c'est une action donc libre, par définition quasiment. Ensuite c'est une action propre. Et donc le quotient, c'est une variété de Hilbert. Oui, c'est vrai que c'est un peu, c'est pas très clair ce que je veux dire par là. Mais ce que j'avais en tête, c'est de dire que S étoile, c'est un sous-ensemble ouvert de S. La conditionnalité Hilbert, c'est vraiment au sens fort, c'est-à-dire qu'il y a des cartes à valeur dans des Hilbert et les changements de cartes sont des. Oui, c'est ça. Sont vraiment des difféos de Hilbert. C'est ça. En gros, donc encore une fois, S étoile, c'est un ouvert de la sphère de Hilbert, qui est une variété de Hilbert, et ensuite gamma agit, ça préserve ce sous-ensemble ouvert et ça agit de façon isométrique. Donc quand on prend le quotient, on obtient encore une variété de Hilbert, qui d'ailleurs est localement isométrique à la sphère unité du coup. Ok. Donc, ce qu'on veut faire, encore une fois, c'est déformer un tout petit peu tout. Pour que ça retombe dans S étoile, et on aurait montré que X et Y sont bien reliés par un segment à l'intérieur de S étoile. Et là, je vais encore faire une hypothèse simplificatrice. Je vais supposer la chose suivante. Pour simplifier, supposons donc qu'il existe un sous-espace vectoriel de H de dimension finie tel que pour tout élément du segment tau, on a une fonction qui a valeur dans V. Tel que quel que soit f appartenant à l'image de tau, f est à valeur dans V. Donc je rappelle que tau, ça vit dans un espace de fonctions. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai envie d'imposer que tout élément de tau, c'est une fonction qui a valeur dans simplement un espace de dimension finie qui est fixé, qui ne dépend pas de f. Et on veut que ça soit de dimension finie. Donc à partir de là, ça va être simple de pousser un peu tôt avec une autre fonction. On choisit une fonction θ de gamma à valeur dans l'orthogonale de V. Donc l'orthogonale de V, c'est de dimension infinie.
parce que V est de dimension finie. Et on peut choisir cette fonction θ de telle sorte que la famille des images est une famille de vecteurs indépendants. Une famille indépendante. Ça, c'est possible parce que gamma est au plus infini dénombrable. Et encore une fois, l'orthogonale de V est de dimension infinie. Donc maintenant, ce que j'entends par pousser le segment tau avec cette fonction θ, ce que je veux dire, c'est que on prend un paramètre t qui est strictement positif, mais disons très inférieur à 1, et on peut définir un autre segment tau t qui est une interpolation de tau et de θ. Donc on veut définir ça. Ensuite, il faut renormaliser pour que ça retombe dans la sphère. Donc on renormalise par la constante qu'il faut pour que ça retombe dans la sphère unité. Et maintenant, si on réfléchit à la définition de représentation régulière, on s'aperçoit qu'une telle fonction n'est jamais fixée par un élément non trivial du groupe. Donc comment est-ce que... soit un élément qui est non trivial. Ensuite, pour tout x dans le groupe, on n'a que pour tout s. Donc tau t, c'est un segment, tau t en s, c'est une fonction. C'est une fonction dans la sphère unité. Donc on l'évalue en, par exemple, cet élément. Ça, c'est jamais égal à x. Et donc ce qui veut dire que ça, c'est jamais égal à tau. Simplement parce que la contribution de tau, ça vit juste dans un espace de dimension finie V, et il y a la contribution de θ qui vit dans le complémentaire, et ça prend des valeurs indépendantes sur tous les éléments du groupe. Et donc on est content, ça veut dire que maintenant on a tau, x, y, et on a juste poussé un peu avec θ pour avoir un tau t qui maintenant est totalement inclus dans S étoile. Donc à partir de là, c'est assez facile de construire un segment qui est continu entre x et y et qui vit dans S étoile. Et donc c'est la fin de la preuve. Bien sûr, il y a une hypothèse simplificatrice par ici, mais on peut se convaincre que, puisque l'image de tau est compacte, que ça, c'est pas si restrictif, c'est pas si grave. Voilà, donc ça, c'est notre modèle pour un espace K gamma 1. Et c'est dans cet espace qu'on va travailler avec un problème de plateau. C'est une variété de Hilbert qui a un diamètre borné, puisque c'est un quotient de la sphère unité. Et par contre, il y a une remarque importante, c'est que contrairement à, par exemple, la dimension finie, il y a une difficulté qui vient du fait que le rayon d'injectivité peut être arbitrairement petit.
qu'il existe une suite de points dans X. X, c'est encore une fois le quotient de ce sous-ensemble de la sphère par gamma, tel que le rayon d'injectivité tend vers 0. Alors, pour voir ça, si gamma a de la torsion, c'est relativement simple. Et si gamma n'a pas de torsion, si par exemple gamma n'a pas de torsion, c'est le cas moins facile. Comment voir que cet espace a des points où le rayon d'injectivité est arbitrairement petit? Alors ce qu'on fait, c'est que si gamma est non trivial et n'a pas de torsion, ça veut dire que ça contient un Z, un groupe cyclique infini. Et donc on peut se concentrer sur Z, on peut construire une fonction dans la sphère unité sur Z qui comment dire, est bougée de très peu par les éléments du groupe Z. Ce qu'on peut faire, c'est prendre constante sur un intervalle extrêmement long. Et si on prend une telle fonction, encore une fois, qui est 0 partout, à part sur un intervalle où c'est constant, bah, si on bouge de Z, les deux fonctions seront à distance L2 très petite. Très petit. Ce qui se traduit par un rayon d'injectivité petit. Voilà, donc ça c'est une difficulté qui va être embêtante lorsqu'on étudie le problème de plateau, parce que dans le problème de plateau, on aime bien typiquement travailler avec de la géométrie bornée. Comment ? Oh oui, pardon, il existe. Merci. Voilà, il suffit d'avoir un gamma dans le groupe qui bouge de pas beaucoup, la fonction f, pour conclure que le rayon d'injectivité en f sera petit. Enfin, en l'image dans le quotient de f. Est-ce que c'est clair? Si ce n'est pas clair, dites-le moi. Ok, il faut que je continue. Ça, c'était la partie pour l'espace ambiant. Maintenant, on sait ce que c'est que l'espace ambiant pour tout gamma. Et on aimerait définir ce que c'est que les courants d'intégration qu'on va considérer. Et eux, ils vivent dans cet espace ambiant X. Donc, je vais d'abord vous parler de courants en général. Et ensuite, je vais très vite me spécialiser au cas des courants intégraux. Ok. Donc, première chose, c'est qu'on va se focaliser sur le cas d'un espace de Banach.
En fait, cette théorie marche pour n'importe quel espace métrique. On peut définir un courant dans un espace métrique, mais par un vieux théorème de Kuratowski, n'importe quel espace métrique se plonge isométriquement dans un espace de Banach. Donc ce n'est pas très restrictif de parler d'espace de Banach seulement. Banach. Ok. En gros, les courants généraux sont aux sous-variétés lisses, ce que les distributions sont aux fonctions. Du coup, bien sûr, on a une définition par dualité. Ok. Quelles sont les fonctions test ici? On se fixe une dimension K et on considère l'ensemble des K plus 1 uplets que je vais dénoter par cette notation c'est plus évocateur de l'écrire comme ça, mais pour l'instant c'est juste une notation. Donc on a un K plus 1 uplet composé de F, pi1 jusqu'à pk, où F et pi sont des fonctions Lipschitz réelles. Et F est borné. Avant de continuer, donc cette théorie, c'est dû à Ambrosio et Kirchheim, et ça généralise de façon très élégante les théories qui étaient connues pour les courants en dimension finie. Donc on retrouve tout ce qui a été connu et prouvé pour la dimension finie. Voilà, donc ça c'est l'ensemble des fonctions test. C'est des K plus 1 uplets de fonctions Lipschitz. Qu'est-ce qu'un courant? Ça va être une fonctionnelle multilinéaire sur cet espace. Courant. Donc T est un courant, ce qu'on va noter par T appartient à mk de E. Si on a la chose suivante, courant. Donc déjà, c'est une fonction qui est multilinéaire en les variables. Sur l'ensemble des K plus 1 uplets. Et on a trois conditions. La première condition, c'est que si on a des fonctions Lipschitz Pi1j qui convergent point par point, c'est-à-dire uniformément ici, vers une fonction pi, et si la constante de Lipschitz de ces fonctions pi-j est uniformément bornée en j, alors l'image par t converge. Ce qui s'écrit hop, comme ça. Hop. Hop. Voilà, première condition, donc une condition de continuité. La deuxième condition exprime le fait qu'on avait dit que si f, si sur l'ensemble où f est non nul,
l'un des pi1 est constant, l'image par t est nulle. Pas très clair. Je vais écrire. On regarde le support de la fonction f. Et si on suppose que ce support de f est inclus dans une union de Borel, dans E, des espaces de Borel, et si on suppose que chaque pi i c'est une constante sur bi, on aimerait que cette chose-là soit nulle. Voilà, ça c'est la seconde condition. Il y a une troisième condition et une dernière condition qui exprime le fait que la masse est une mesure finie. Donc, il existe une mesure de Borel sur E qui est finie, qu'on va appeler mu, telle que pour tout K plus 1 Uplet test, on a une estimation de la valeur de t. Oups. Le produit des constantes de Lipschitz fois l'intégrale de la valeur absolue de f. Voilà, donc ça c'est une condition qui garantit intuitivement que T est un courant à Moss borné. Donc ça c'est une définition légèrement abstraite, donc je vais vous donner tout de suite un exemple super concret donné par des fonctions L1. Donc, quel est l'exemple ? On se prend une fonction qui vit dans L1 de RK. Alors, une telle fonction induit un courant au sens de cette définition. Ce qu'on va appeler disons un courant élémentaire. Ça, c'est un courant de dimension K, et c'est un courant qui vit dans RK. Qui est défini par la formule suivante. Donc on se prend un K-Uplet test, comme d'habitude. Mu, donc la condition, c'est qu'il existe. Donc ça... Bon. Voilà. Voilà, donc on a cette formule, d'où d'ailleurs la notation qui ne faisait pas sens avant, mais qui dans ce cas particulier fait totalement sens. Donc f, pi1 et pi k, encore une fois, sont des fonctions Lipschitz. On peut aussi l'écrire comme ça. J'ai un déterminant de l'application pi, si vous voulez. Donc ça, c'est l'exemple le plus concret possible
de courant général. C'est un courant élémentaire et on va voir qu'un courant intégral, c'est juste une union dénombrable, une somme dénombrable de courants élémentaires comme ça. Avant de vous donner la définition de courant intégral, je vais très rapidement vous parler de la notion de bord, de masse et de support d'un courant. Donc, c'est des choses qui sont intuitives. Ok, d'autres définitions. Maintenant, on a un courant. On peut prendre comme courant un courant élémentaire pour se fixer les idées. Et on peut parler du bord de T, qu'on va noter comme ça. Et sans surprise, le bord de T, c'est quoi? Ça va être quelque chose comme ça. Donc, dans le cas classique, ça correspond juste à la formule de Stokes, et on prend ça comme une définition pour le bord dans le cas général. T prend, T prend variable un K plus 2 uplet, et le bord de T prend variable un K plus 1 uplet. Il faut que j'explique ce que c'est qu'un poussé en avant par une application Lipschitz. Donc, supposons qu'on ait une fonction de E dans E ou un autre espace de Maillard, donc une application Lipschitz. On a envie d'envoyer un courant dans E en un courant dans E'. Ce qu'on fait, c'est la chose habituelle. Par définition, ça va être la valeur de T en P1 de T, etc. Voilà. Donc ça, c'est un poussé en avant. Ensuite, on peut définir ce que c'est que la masse du courant. Donc la masse, on va écrire norme de T comme ça pour désigner la mesure minimale telle qu'on est cette inégalité, toujours. Tel que, donc je vais réécrire. Hop, voilà. Et donc on a l'existence de cette mesure minimale, et la masse, ça va être juste la mesure totale de l'espace. Ça, c'est la masse de T. Ça va être, par définition, la mesure totale de l'espace de Banach. Et enfin, une autre petite définition. Qu'est-ce que c'est que le support de T? On définit le support de T comme étant le support de cette mesure. Définition, c'est le support de la mesure norme de T. OK. Voilà, donc ça, c'est des courants très généraux, mais moi, j'ai envie de simplement considérer des courants intégraux.
courants intégraux, c'est une petite généralisation des surfaces lisses, enfin des sous-variétés lisses. Donc on se prend un courant général de dimension k, et on va dire que c'est un courant intégral si c'est une somme dénombrable de courants élémentaires. Je vais effacer ça. Un courant intégral, c'est-à-dire ce qu'on va écrire par voilà, on va écrire ça si on a une paramétrisation. Ce qu'on appelle une paramétrisation. On a une famille dénombrable d'applications phi et de fonctions θ telles qu'on ait les choses suivantes. Donc, phi i est une application de AI dans E. Qu'est-ce que c'est que AI? C'est un Borel de RK. Ensuite, on veut de cette fonction que toutes ces fonctions soient bi-Lipschitz. Pourquoi pas? Et il y a la multiplicité θ. On veut qu'elle soit une multiplicité entière. J'ai oublié quelque chose. On veut que les images de phi i soient disjointes. Donc θ, c'est la multiplicité, et on veut que ça soit une fonction L1 à valeur dans l'ensemble des entiers. Et enfin, on veut que T soit de la forme suivante. Et en plus, on a la propriété suivante, qui est que la masse de T, ça n'est rien d'autre que... Est-ce que c'est ce que j'ai envie d'écrire? Voilà, donc ça c'est une définition. En fait, ce n'est pas la définition originale de courant intégral, c'est une caractérisation. Mais c'est une caractérisation très pratique parce que c'est très intuitif et c'est une équivalence. Voilà, donc ça, c'est vraiment les objets que j'ai envie de considérer lorsque je résous un problème de plateau. Finalement, il faut que je vous parle de la notion de convergence faible et de la notion de convergence faible intrinsèque. Ça va être une autre définition. Et ensuite, j'espère qu'on pourra parler d'autres choses. Hop. Définons convergence faible. Bien considérer que ça c'est une caractérisation, que donc il y aurait une définition qui serait plus intrinsèque. Oui, il y a une définition plus intrinsèque qui se base sur
donc la notion d'ensemble rectifiable. Et la définition, en gros, dit qu'un courant d'intégration qui est un courant intégral, c'est quelque chose qui est... si on enlève un sous-ensemble de mesures de Hausdorff nul, c'est un sous-ensemble rectifiable et la multiplicité est entière. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça demande du travail de montrer que c'est équivalent à cette définition beaucoup plus explicite. Donc je vais définir rapidement la convergence faible. C'est une notion de convergence qui marche pour toutes les notions de courant, hein, donc courants généraux et aussi courants intégraux. Donc ce qu'on dit, c'est qu'une suite de courants tend vers une limite si ça converge point par point. Bon, ok. Hop. Ok, donc c'est une notion de convergence faible. Ça porte bien son nom parce que c'est une notion assez faiblarde de convergence qui s'applique très rarement. C'est simple de montrer que, par exemple, si on se place dans un espace de Hilbert de dimension infinie, on prend la suite des éléments qui sont donnés par une base, ben on peut montrer que ça, c'est pas une suite qui va converger au sens faible. C'est un exemple typique qui illustre ce qui se passe en dimension infinie. C'est un espace de Hilbert. Avec une base de Hilbert donnée par ça. Chacun des éléments, donc c'est un point, on peut identifier EI avec un point dans H, et on peut l'identifier avec un courant de dimension 0. En particulier, on peut parler de si oui ou non ça converge au sens des courants. Et on peut montrer que ça ne converge pas faiblement. Donc c'est embêtant parce que c'est une suite qui certes s'échappe vers l'infini dans l'espace de Hilbert, mais tout de même c'est une suite très gentille et on a envie de dire il suffit de translater chaque élément en 0 et on obtient une suite constante qui converge dans tous les sens possibles. Donc on a besoin peut-être d'une notion de convergence faible qui soit plus utile et qui s'applique de façon plus générale. Donc, c'est ce qu'a fait Wenger, et il a introduit cette notion de convergence faible, mais intrinsèque, au sens où on va être autorisé à bouger les éléments. Par exemple, ici, on va être autorisé à translater chaque EI en 0, et là, on aura une convergence très clairement. On a cette notion de convergence faible intrinsèque qui est beaucoup plus utile. Faible intrinsèque. Il faut voir les travaux de Wenger. Et qui dit la chose suivante. Donc, si on se prend une suite de courants, par exemple, de dimension k dans cet espace de Madar, on va dire que ça converge au sens faible et intrinsèque vers une limite qui est aussi un courant, mais qui ne vit pas forcément dans E. Ça peut vivre dans un autre espace de Banach, si justement
il existe un autre espace de Banach, des plongements isométriques, tels que à l'image, le poussé en avant des courants TH par JH converge faiblement, mais cette fois-ci dans cette espèce de Banach. JH, ça converge faiblement vers T. Donc vous voyez que c'est très similaire à ce qui se passe avec la convergence de Gromov-Hausdorff. On s'autorise à avoir un autre espace de Banach, E étoile, pour tout contenir. Et voilà. Donc pourquoi est-ce que c'est une convergence plus utile? C'est parce qu'on a des théorèmes de compacité beaucoup plus puissants. Donc, le théorème de compacité de Wenger dit la chose suivante. On se prend une suite de courants intégraux de dimension K. Supposons que le bord soit nul, donc il n'y ait pas de bord. Supposons que la masse et le diamètre de TH sont uniformément bornés le long de la suite. Le théorème dit que ces conditions suffisent pour garantir qu'une sous-suite converge dans ce sens-là. Pour une sous-suite, on a la convergence faible intrinsèque de TH, intrinsèque vers un courant qui est aussi un courant en plus intégral, mais qui vit dans un autre espace de Banach. Pardon, oui, le diamètre du support, merci. Le diamètre du support. Donc un courant, c'est effectivement la donnée d'un support, donc un espace métrique avec au-dessus des multiplicités. Voilà, donc c'est vraiment des hypothèses minimales. Est-ce que vous avez des questions ? Par exemple, cet ensemble des supports peut être très sauvage. Cette suite, par exemple, peut converger au sens de Gromov-Hausdorff vers quelque chose de complètement différent du support de T. Et ça peut même ne pas converger du tout au sens de Gromov-Hausdorff. Et pourtant, on a toujours la même conclusion, une fois qu'on a une bande uniforme sur la masse et le diamètre. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, on est dans R2 et on considère TH une union de petits cercles, donc union de cercles, avec une orientation, et de longueur totale très petite. Donc union de cercles de longueur totale tendant vers 0 lorsque H tend vers l'infini. Et on peut choisir ces cercles pour qu'ils deviennent par exemple denses, de plus en plus denses dans R2. Et comme la masse totale tend vers 0, c'est pas très difficile de montrer qu'en fait la limite faible ou faible intrinsèque va être 0 au sens des courants. Mais par contre, la limite au sens des espaces métriques, ça va être en gros tout R2.
de cercle, longueur totale. Alors, donc ressens des courants, encore une fois, TH tend vers 0, mais le support fait des choses qui ne sont pas très sympas. Et donc cette notion de convergence, c'est en gros une façon d'extraire dans la limite un objet qui est plus régulier que, par exemple, simplement une limite de Gromov-Hausdorff. C'est une limite plus régulière puisque si on partait d'une suite de courants intégraux, la limite est aussi un courant intégral, ce qui peut paraître surprenant, puisqu'on a une convergence si générale. Voilà, donc on a fait le tour, je pense, des définitions principales. Je peux enfin vous expliquer les termes qu'il y a dans le problème de plateau. Explication. Donc le problème de plateau sphérique. On a encore une fois gamma, groupe fondamental de M. Souvenez-vous, on a construit une variété de Hilbert canoniquement associée à gamma et qui est localement isométrique à une sphère unité de Hilbert. Et on essaye de considérer un plateau dans cet espace. On a une classe d'homologie naturellement associée à M. Et à cette classe d'homologie, on associe cette fois-ci courant intégraux. Maintenant, on sait ce que c'est. De dimension n qui vit dans l'espace X, qui représente HM. Et maintenant, si on prend une suite qui représente cette classe d'homologie, on peut prendre une limite au sens de Wenger, et tout fait sens. Soit CI une suite minimisante, c'est-à-dire une suite dont la masse, on sait ce que c'est maintenant, tend vers cet invariant. Encore une fois, le volume sphérique de M, c'est l'infimum des masses de C pour pousser dans cette classe de courant qui représente H. Et on prend une limite au sens de Wenger. Il y a une sous-suite qui tend vers un courant intégral, mais qui vit peut-être dans un autre espace de Banach abstrait. Et ça, c'est une solution de plateau. Donc ça, c'est par Wenger. Donc c'est bien, ça veut dire que dans tous les cas, on peut définir une notion de solution de plateau. Ce qui n'est pas bien, c'est que cette convergence ici, c'est assez abstrait et ça ne donne pas beaucoup d'informations sur le type de convergence et sur aussi la structure de l'espace d'arrivée. Donc ce qu'on aimerait comprendre maintenant, c'est qu'une fois que ces définitions sont en place, on aimerait mieux comprendre cette convergence.
On aimerait améliorer cette convergence. Il se trouve que c'est possible, et ça va occuper la fin de mon cours. Mais tout d'abord, est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qu'on a fait ici ? Sur c'est je dirais que c'est très similaire à ce qui se passe, encore une fois, pour la convergence de Gromov-Hausdorff. On peut prendre pour E chapeau une sorte d'espace L infini. Donc ce qui se passe avec la convergence de Gromov-Hausdorff, c'est qu'on a une suite d'espaces métriques qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais ensuite on peut les coller l'un à l'autre, et il se trouve qu'on peut les coller dans un espace commun, un espace métrique commun. Donc on peut les plonger isométriquement dans un espace métrique commun qui contient toute la suite. Et ensuite on prend l'espace L infini de cet espace métrique compact. C'est un espace de Banach qui contient isométriquement toute la suite d'espaces métriques qui convergent au sens de Gromov-Hausdorff. Et en particulier, ça va aussi contenir la limite. Ici, la preuve de Wenger utilise aussi cette idée. La preuve de Wenger va utiliser le fait qu'on peut en gros décomposer cette suite de CI, en tout cas les supports des CI, en morceaux, tels que pour les premiers morceaux, ça va converger au sens de Gromov-Hausdorff. Si on prend la suite des seconds morceaux, ça va aussi converger. Et les autres morceaux vont devenir de plus en plus petits. Donc il est capable de décomposer le support de CI en des morceaux qui sont contrôlables au sens de Gromov-Hausdorff. Voilà, et donc cet espace de Banach va être typiquement être un espace L infini sur un espace métrique. Ce qu'on a également vu, c'est qu'il y a une action et que si on peut définir l'homologie, et que C infini représente la classe d'homologie qui correspond à H1. Ouais, je ne sais pas trop faire ça, mais c'est effectivement ce qu'on aimerait idéalement avoir. On aimerait idéalement dire qu'au lieu de prendre juste un espace abstrait comme ça, comme tu dis, on aimerait avoir un quotient de la sphère unité. Voilà, mais je ne sais pas trop comment faire ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas prendre comme espace d'arrivée ici le x. Donc, on ne peut jamais prendre le x ici. Enfin, il n'y aura jamais de cycle qui va réaliser l'infimum des masses dans x. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de sortir de x et de prendre un truc plus abstrait. Voilà, donc bon. Encore une fois, l'objectif de la fin de ce cours, ça va être d'expliquer pourquoi est-ce qu'on peut améliorer cette convergence. Et en fait, l'amélioration de cette convergence est essentielle pour, par exemple, la suite de ce cours, pour montrer des choses sur ce que c'est que ce C infini dans des exemples concrets. Il faudra utiliser qu'on sait un peu plus de choses sur cette convergence que juste ça converge faiblement intrinsèquement. Et grosso modo, on pourrait résumer la situation de la façon suivante. On aimerait montrer que dans ce cas-là, dans ce cas précis, les supports des CI convergent au sens de Gromov-Hausdorff vers quelque chose. C'est ce qu'on aimerait idéalement. Ça faciliterait beaucoup l'image mentale, ça serait quelque chose de beaucoup plus concret. Donc je vais vous donner un exemple très simple, un cas jouet, où on a une suite comme ça qui converge et on a un problème de plateau, mais beaucoup plus simple. Et on aimerait montrer que, en fait, quitte à modifier un tout petit peu les CI, on peut garantir que les supports convergent au sens de Gromov-Hausdorff. Ce qui, encore une fois, est beaucoup plus concret. C'est quelle section ?
Donc, le sujet de cette section-là, ça va être amélioration de la convergence. La convergence bizarre ici. Hop. Donc je prétends qu'en général, lorsqu'on considère des problèmes de plateau, on peut bien sûr appliquer cette boîte noire de Wenger et dire OK, il y a une limite, mais on peut en fait dire beaucoup plus de choses sur la convergence. En général, pour les problèmes de plateau, on essaie d'optimiser la masse. On peut améliorer, bon d'ailleurs ici c'est intrinsèque, hein. Vous aurez compris. Le support converge au sens de Gromov-Hausdorff vers un support de C infini. Ce n'est pas exactement vrai, c'est presque vrai. Et je vais vous donner un exemple. Et c'est un exemple qui apparaît en fait essentiellement dans le papier de Ambrosio-Kirchheim. Donc eux, ils s'intéressaient aux problèmes de plateau classiques, mais en dimension infinie. Donc, ce qu'ils considèrent, c'est une courbe, mais qui vit cette fois-ci pas dans R3, qui vit dans un espace de Hilbert. Dans un espace de Hilbert de dimension infinie, et on a une courbe fermée, compacte, lisse. On aimerait résoudre le problème de plateau dans cet espace de Hilbert, qui tout simplement veut dire on veut construire un minimiseur de l'air ayant pour bord cette courbe. C'est juste ça. Donc, quand je dis que alpha est une courbe dans H, en particulier, ça veut dire que alpha est un courant intégral de dimension 1 dans H, n'est-ce pas ? Ok, donc, soit maintenant une suite qui va tendre à optimiser la masse. Donc, des courants intégraux de dimension 2, c'est des surfaces. Pour se fixer les idées, je considère la dimension 1 et 2. Et donc, c'est une surface généralisée dont le bord est la courbe. Et on essaye d'optimiser la masse. La masse de toutes les surfaces généralisées dont le bord est alpha. Je vais appeler cet infimum M. Donc là, d'après Wenger, on a quelque chose. Et je vais quand même écrire ce qu'on a et un peu explicitement pour voir en quoi on a une amélioration à la fin. Par Wenger, donc on a un espace de Banach. On a des prolongements isométriques. Support de T. Hop. Tel que si on pousse en avant ces structures courants, on a donc des courants intégraux dans cet espace de Banach qui vont converger faiblement vers une limite, qui est une surface généralisée dans cet espace de Banach abstrait. Bon. Voilà, et nous, comme j'ai essayé de le suggérer plus tôt, ce qu'on veut faire,
c'est donc de montrer quelque chose comme le support. On aimerait montrer que le support ici des CI converge au sens de Gromov-Hausdorff. Donc dit comme ça, c'est faux. Et je vais vous montrer ce qui peut aller de travers. Ça, c'est alpha. Et dans ce cas-là, par exemple, on a une solution de plateau qui est triviale. Enfin, disons qu'on a un minuteur ici. Bon, ce qui peut se passer, c'est que le support des CI fasse des choses bizarres. Donc ça soit en termes de courant extrêmement proche de la solution exacte, la solution rouge, mais qui ait des sortes de tentacules dans tous les sens. Et évidemment, dans ce cas-là, le support des CI peut ne pas converger au sens de Gromov-Hausdorff. Donc ce qu'on veut faire, c'est en quelque sorte aplatir toutes les tentacules qui pourraient apparaître, donc, écraser ces tentacules. Pas au sens de Gromov-Hausdorff. À cause de ces tentacules qui sont longues mais qui n'ont quasiment pas de masse. Donc il faut imaginer que c'est des choses négligeables au sens de la masse. À cause de une petite masse. Et je vais essayer de vous expliquer comment donc écraser ces tentacules. Une fois qu'on aura écrasé ces tentacules, on aura une nouvelle suite dont les supports vont converger très simplement au sens de Gromov-Hausdorff. C'était un peu l'argument original de Ambrosio-Kirchheim pour prouver l'existence d'un minimiseur. Eux, ils n'avaient pas accès à ce théorème puissant de Wenger. Eux, ils commençaient juste l'étude des courants dans les espaces métriques, et donc leur façon de résoudre le problème de plateau, c'est ce que je vais expliquer, essentiellement ce que je vais expliquer ici. Ils vont améliorer la convergence des supports pour pouvoir dire quelque chose. Donc, comment, disons, aplatir ces tentacules. Et l'idée principale, c'est d'utiliser le principe variationnel de Eklund, qui est un truc assez vieux, très classique, et qui peut être adapté et appliqué dans de nombreux contextes. Donc, qu'est-ce que c'est que le principe variationnel de Eklund en analyse? Je vais vous rappeler ça tout de suite. Ou plutôt, je vais d'abord énoncer le théorème, parce que sinon on va s'en sortir. Donc, un théorème qui est essentiellement dû à Ambrosio-Kirchheim. C'est l'amélioration suivante, donc amélioration de la convergence. Il existe une autre suite de CI qu'on va appeler CI chapeau. Donc, c'est les CI pour lesquels on a aplati les tentacules. C'est des surfaces généralisées qui sont telles qu'il existe une suite d'isométrie de l'espace ambiant de Hilbert. Tel qu'on ait trois choses. Et je vais juste insister sur la première chose. Je pense que ça va être suffisant. Bon, en fait, je vais juste parler de cette chose-là. Hop.
Donc on peut faire en sorte que CI chapeau soit tel que donc ça résout le problème de plateau, mais en plus, les supports vont converger au sens de Hausdorff une fois qu'on les a déplacés avec une isométrie, enfin une rotation de l'espace de Hilbert ambiant. Et donc la masse de M, évidemment, va converger vers l'inf. Voilà, donc l'idée principale, c'est d'utiliser, encore une fois, le principe variationnel de Eklund, Bishop, Phelps. Donc, c'est un problème en analyse qui permet de trouver des presque minimiseurs. Donc, pas exactement des minimiseurs, mais presque, au sens suivant. Soit un espace métrique complet X, donc on a envie que ça soit un espace complet, et oui, donc soit f une fonction qu'on peut supposer continue, donc on se prend un epsilon prime positif, on se prend un x0 dans grand X, et donc on part d'un x0 qui est presque minimisant. Donc c'est plus petit que l'infimum des valeurs de f plus epsilon prime. Donc c'est à epsilon prime près, c'est un minimiseur. Alors on a la chose suivante. Pour tout delta, il existe un y, et donc ce y va être vraiment réellement le résultat de cette procédure, tel qu'on ait trois choses. Premièrement, f de y est encore meilleur que f de x0. Donc c'est encore un meilleur presque minimiseur. La distance entre x0 et y est petite. Et on a une condition qui dit que y, en quelque sorte, est le meilleur point au sens suivant. Pour tout z différent de y, f de z est strictement supérieur à f de y moins epsilon prime sur delta de la distance entre y et z. Ok, ce truc, c'est f. Voilà, donc on peut se dire quel rapport avec ce qu'on est en train de faire ici. Bah, il se trouve que dans ce problème qu'on considère, nous, c'est-à-dire le problème de plateau dans un espace de Hilbert, on a un espace métrique complet, qui sera justement l'espace des candidats, des surfaces candidates. Et on aimerait justement construire un minimiseur absolu, mais tout ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est de trouver des presque minimiseurs. Et ce que j'avais dessiné ici, c'était un presque minimiseur, et on voulait, je vous rappelle, écraser les tentacules.
Donc passer de ce presque miseur x0 à y, ça va correspondre mathématiquement à écraser ces tentacules et obtenir une surface dont le support est beaucoup mieux contrôlé, qui va converger dans le sens de Gromov-Hausdorff et qui n'aura pas toutes ces tentacules incontrôlables. Voilà. Déjà, est-ce qu'il y a une question sur ce principe-là, qui est très général? Voilà. Donc, application ou preuve du théorème, si vous voulez. Preuve du théorème. On va utiliser ce principe-là et on va l'appliquer à cet espace. Donc, qu'est-ce qu'on prend pour x? On va prendre comme x l'ensemble des surfaces généralisées dont le bord est alpha. Et on va munir cet espace x de la distance masse. La distance T', la distance entre T et T', ça va juste être la masse de la différence. La masse est donc la distance masse est une topologie très forte parce que pour que la masse de la différence ici soit petite, il faut vraiment que T et T' soient quasiment pareils partout, sauf peut-être pour un reste qui justement a une masse petite. Et en particulier, ça fait de cet espace un espace métrique complet. Donc, X. Ça, c'est un fait. C'était pas malin. Bon. Donc, je vous rappelle qu'on a CI tel que la masse des CI va tendre vers l'infimum, que j'avais noté M. L'infimum des aires possibles pour les surfaces dont le bord est alpha. Et donc on essaie d'appliquer le principe variationnel général de Ekland à x0 égale CI. Qu'est-ce qu'on obtient? Quel que soit donc I large, si I est grand, on peut trouver donc un CI chapeau avec ces trois conditions. Donc vous pouvez vérifier que c'est exactement ce que donne le principe variationnel. Hop, premièrement. Donc CI chapeau est une suite minimisante. La différence entre CI chapeau et CI est très petite. On peut la rendre plus petite que 1 sur I, par exemple. Donc, quitte à renuméroter les CI. Et en plus, cette fonction là, donc ça c'est masse, hein, va atteindre un minimum en T égale à CI chapeau.
T égale CI chapeau. C'est exactement ce que donne le principe. Et on veut montrer maintenant que CI chapeau, ça correspond bien à l'intuition qu'on a d'une suite dont le support est bien contrôlé. Donc je vous rappelle l'énoncé du théorème qu'on veut prouver. On veut une suite d'isométrie de H telle que l'image par phi I des supports, ça converge au sens de, disons, Hausdorff. Il y a un truc compact. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Pour ce faire, il suffit de montrer que l'ensemble des supports converge au sens de Gromov-Hausdorff. Donc je répète, pour montrer cette chose-là, il suffit que les supports convergent abstraitement au sens de Gromov-Hausdorff. Ensuite, c'est assez facile de montrer qu'il y a une rotation de l'espace ambiant, de telle sorte que les images, cette fois-ci, convergent au sens de Hausdorff. Donc, je vais juste dire qu'il suffit de montrer que vers une limite. Et pour montrer que cette suite de supports converge au sens de Gromov-Hausdorff, je prétends qu'on a besoin simplement d'une borne inférieure sur le volume des petites boules, sur l'air des petites boules dans le support de ces I. Donc peut-être une phrase intermédiaire, c'est que pour montrer qu'une suite d'espaces métriques converge au sens de Gromov-Hausdorff, c'est le critère habituel, il suffit juste de montrer que la suite est équicompacte et équibornée. Donc, il suffit juste de montrer que cette suite d'espace est équicompacte et équibornée. Je vais vous rappeler vite fait ce que ça veut dire. Donc une suite d'espaces métriques est équibornée si le diamètre est uniformément borné. C'est simple. Et c'est équicompact si quel que soit R, il existe un entier N tel que il y a au plus N boules de rayon R disjointes dans E. Dans EI. Donc ce N dépend uniquement de R et pas de l'élément dans la suite. Donc c'est ça qu'on voudrait. Bon, comment est-ce qu'on montre un truc comme ça ? Je prétends qu'il suffit de montrer la chose suivante. Donc on veut que pour toute boule de Hilbert incluse dans l'espace ambiant, mais qui évite le bord qui est la courbe, le support de la courbe alpha, on ait la chose suivante.
une sorte de formule de monotonie. Hop. Et ça, c'est une constante. Donc c'est une constante qui ne dépend pas de ρ, uniquement de l'espace ambiant. Et cette notation, ça veut dire restriction. Alors, faisons une pause de quelques secondes. Pourquoi est-ce que cette condition montrerait, par exemple, l'équicontinuité? Cette condition, en langage courant, ça veut juste dire qu'on prend n'importe quel... pardon, x dans le support. Cette condition, ce que ça veut juste dire, c'est qu'on prend n'importe quel point dans le support de ces chapeaux i, ça c'est une surface, on regarde l'air qu'il y a dans cette boule de rayon ρ, on veut que cet air-là soit borné uniformément en termes de ρ. Et donc en particulier, ça interdit l'apparence, par exemple, de tentacules, parce que les tentacules, c'est... Par exemple, on a un ρ qui peut être assez grand, mais l'air de cette surface, l'air de cette tentacule dans cette boule-là, clairement, sera plus petite que cette expression. Et donc, encore une fois, cette expression, cette inégalité, en termes intuitivement, ça veut juste dire que autour de chaque point du support de CI chapeau prend beaucoup d'air, prend beaucoup de place. Mais maintenant, on essaie de comparer ça à la définition d'équicompacité. On se rend compte que si on n'a pas d'équicompacité, ce que ça veut dire, c'est qu'on a des boules disjointes et de plus en plus de mêmes rayons. Et on n'a pas de borne supérieure uniforme pour ce nombre. Mais chaque boule va prendre va avoir une aire non négligeable. Et donc, si ce nombre devient trop grand, l'air devient plus grand que l'air dont on a besoin. Je rappelle que l'air des surfaces CI chapeau est borné uniformément par définition du problème. On est en train de minimiser l'air, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'il y a une question sur cette implication? Donc, l'implication, ça implique équicompact. Voilà, donc ça, c'est un peu l'inégalité clé. Et je vais peut-être avoir des difficultés à tout prouver, mais juste en quelques mots, ça veut juste dire que cette inégalité clé découle des propriétés des minimiseurs de Ekland. Donc ça, par définition, c'est un minimiseur de Ekland, et par un argument de comparaison, on va pouvoir montrer cette chose-là. Donc je vais essayer de mentionner les arguments principaux, et je vais garder cette partie du tableau. OK. Voilà, donc notre but, si on a ça, je répète, on a convergence de Gromov-Harsdorff des supports, et c'est ce qu'on voulait. C'est un argument de Ambrosio et Kirchheim. Voilà, donc soit X dans le support de CI chapeau, et on se prend un ρ, n'importe quel ρ, un peu générique. Hop. Et on a le fait suivant, que je ne vais pas montrer, mais qui s'appelle une inégalité isopérimétrique
et qui est toujours vrai dans un espace de Hilbert. Donc, si on appelle A la restriction de CI chapeau à B, hop, donc. Ça, c'est B de X, ρ, on a X, et A, c'est ce qu'il y a à l'intérieur ici. Hop. Donc, si A est cette surface à bord, alors il existe toujours une autre surface qui va remplacer A, telle que donc, le bord de la surface R est égal au bord de la surface A. Et en plus, on a une borne du type suivant. Kappa. Voilà, donc le bord de A, c'est le bord de R. Hein. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que l'air de cette surface admet une inégalité isopérimétrique. Et ça, dans R2, c'est bien connu, mais c'est en fait aussi un fait classique des espaces de Hilbert. Dans un espace de Hilbert, on prend n'importe quelle courbe, ou un ensemble fini de courbes, il existe une surface qui va satisfaire cette inégalité. Hop. J'imagine que oui, mais je ne la connais pas. Je ne suis pas sûr que ça soit celle de R2. Mais bonne question. Ouais, je n'ai jamais vérifié. Parce que d'habitude, ce type d'inégalité est prouvé dans un contexte un peu plus général, genre espace de Banach, ou quelque chose comme ça. Et, oui, non, je reste dans le cadre. Ouais. Je ne sais pas. Donc on s'approche de la fin de l'argument. Une fois qu'on suppose ce fait connu, ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau courant, une nouvelle surface. Donc on partait de CI chapeau, et on va remplacer A, la partie de CI chapeau dans cette boule, par R. Comparons CI chapeau à CI chapeau moins A et plus R. Oui. Il y a des résultats beaucoup plus généraux dans des articles de Wenger, mais j'hésite à donner ces références parce que c'est tellement plus général. Alors, comment est-ce que c'est prouvé ? Je pense que pour une constante qui est non optimale, c'est pas trop difficile et je peux essayer de t'expliquer à la fin, mais je n'arriverai pas à l'expliquer ici au tableau en 30 secondes. Et j'ai pas de référence, donc si quelqu'un a une référence, n'hésitez pas. Voilà, donc on revient à la preuve. Ce qu'on veut faire, c'est on a enlevé A et on a remplacé A par R. R, c'est la surface qui satisfait l'inégalité isopérimétrique. Et maintenant, on retourne à la condition de Eklund, ici, et on sait que CI chapeau est optimal pour ce problème. En particulier, c'est le minimum global de cette fonction. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par les conditions de Eklund, ce qu'on peut réécrire, c'est que donc la masse de CI chapeau, c'est simplement
la valeur de cette fonction en t égale ci chapeau. Et ça, c'est plus petit que donc, je vais juste recopier ce que j'ai écrit. Ce que je veux expliquer, c'est que si vous faites un dessin, c'est assez clair en fait ce qui se passe. Et là, je vais juste écrire ce qu'on a, par manque de temps malheureusement. Donc, ce qu'on obtient à la fin, enfin pas à la fin, c'est cette inégalité-là. Et la masse d'une somme, c'est plus petit que la somme des masses. Ça, c'est un truc assez basique. Et ce coefficient est très petit, 1 sur i. Du coup, lorsque i est très large, on peut réorganiser un peu la somme et on obtient que la masse de A est plus petite qu'une constante kappa chapeau, qui est universelle et qui fait que cette inégalité est vraie. On traduit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par définition de A, pour tout ρ, ou en tout cas pour presque tout ρ, on a cette inégalité. Donc par propriété de l'inégalité isopérimétrique, on a hop, voilà. Et donc on a le bord ici. Oui, non. C'est ça. Oui. Je pense, oui. Et voilà, donc j'ai juste traduit la ligne précédente. Et en tout cas, dans le cas lisse, c'est bien connu que la masse de cette chose-là, du bord de cette boule, donc la masse du bord de la surface, en quelque sorte, c'est la dérivée de la masse qui est à l'intérieur lorsque ρ augmente. Donc ça, c'est la dérivée en ρ. Pour presque tout ρ, ça c'est vrai. C'est la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur. Dans le cas riemanien, par exemple, ça c'est juste la formule de la coère. Mais ça, c'est une inégalité différentielle qui montre exactement ce qu'on veut si on intègre. On intègre. Et on a l'inégalité qu'on veut, c'est-à-dire on a une constante comme ça, C, fois ρ au carré. Et c'est bon. Voilà, et donc ça, c'est la fin de la preuve, parce qu'une fois qu'on a cette inégalité, encore une fois, les supports vont être équicompacts, donc ils vont converger au sens de Gromov-Hausdorff. Il suffit de les déplacer avec des isométries de l'espace euclidien, enfin de l'espace de Hilbert, pour que ça converge dans le sens de Hausdorff. Et je n'ai pas trop le temps d'expliquer ce qui se passe dans le problème de plateau sphérique, mais c'est en gros la même chose. On aimerait resserrer et aplatir les tentacules pour que les supports convergent dans un sens plus fort, le sens de Gromov-Hausdorff, et je vais terminer là-dessus. Mais là, il n'y a pas exactement. Tu ne dis pas exactement que le support dans lequel
lequel ça converge, enfin l'ensemble vers lequel ça converge, c'est le support du minimisant, du courant minimisant. Ah oui, c'est une bonne remarque. Donc, je reformule ta question, c'est... Tu es en train de dire peut-être que, ok, ça converge Gromov-Hausdorff, mais en termes de courant, peut-être qu'il y a une annulation et que le support du courant n'est pas égal à la limite de Gromov-Hausdorff. C'est une très bonne question, et c'était l'un des points que je voulais écrire, mais que j'ai décidé d'ignorer. Donc, peut-être que je vais passer 2-3 minutes pour expliquer ça, on va finir sur ça. C'est que, bien sûr, ça ne suffit pas qu'on ait simplement une convergence de Gromov-Hausdorff des supports. Tout simplement parce que remarque, ici, il n'y a pas de phénomène d'annulation, pas de phénomène d'annulation du type ok, on a un courant par exemple de dimension 1 et le long de la suite ça fait un truc comme ça, donc ça converge au sens de Gromov-Hausdorff vers un truc comme ça. Donc ça c'est la limite de Gromov-Hausdorff, mais au sens des courants, la limite est très différente, puisque la limite au sens des courants, ça va juste être une droite. Et en travaillant un peu avec, encore une fois, ce principe de Eklund, on se rend compte que ça, c'est pas possible, parce que si c'était le cas, on aurait pu décroître l'air, par exemple ici la longueur de cette courbe, de façon non négligeable. On aurait pu, en gros, tout couper ici, et on aurait contredit le fait que cette suite tend à minimiser l'air, parce qu'on aurait beaucoup moins d'air tout d'un coup. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas d'annulation. Et donc, pour résumer, le courant limite a comme support exactement la limite de Gromov-Hausdorff des supports. Je vais terminer sur ce second. Limite des supports. Dans le cas d'un problème de plateau, en gros, on a toujours ça. On a limite des supports est égale au support du courant limite. C'est ça que ça veut dire, pas d'annulation. Et ça s'applique effectivement au problème de plateau sphérique. Donc je vais terminer là-dessus. Merci.